Donc, correction de l'interrogation consacrée au cours sur la croissance. Donc, simplement quelques éléments de commentaire sur chacune des questions si c'est utile. Alors, question numéro 1. Donc, ces 2 derniers siècles, pour des pays comme la France ou les USA, le principal facteur de la croissance a été l'augmentation de la population. Alors c'est faux, bon, même si sur 2 siècles, la population en France a considérablement cru, aux États-Unis également, le principal facteur de croissance, on le sait, c'est la croissance de la productivité du travail, c'est un des résultats essentiels du cours. Question numéro 2. Ces 2 derniers siècles, pour des pays comme la France ou les USA, le principal contributeur à la croissance de la productivité du travail a été l'intensité capitalistique. Alors là, c'est faux, hein, c'est encore un résultat essentiel du cours. Alors certes, équiper de plus en plus le travailleur moyen contribue à doper la productivité du travail, mais c'est pas l'élément essentiel, c'est un élément qui bute d'ailleurs sur une contrainte logique dont on va parler après. Donc le principal contributeur à la croissance de la productivité du travail, c'est la fameuse productivité globale des facteurs, la PGF, hein, donc qui subsume l'effet du progrès technique et l'effet de l'accumulation du capital humain. Question numéro 3. La croissance économique ne peut pas être durablement imputable à la seule accumulation du facteur capital en raison de la loi des rendements factoriels décroissants du capital. Alors c'est vrai, hein, donc cette fameuse loi des rendements factoriels décroissants du capital peut s'illustrer par une petite fable, laquelle consiste à se poser la question de savoir ce qu'il se passe si on équipe des ouvriers en marteau, et plus exactement, à partir du moment où ils sont tous équipés en marteau, si on leur donne un deuxième marteau, et on comprend bien que l'accumulation du capital bute sur une contrainte. Donner un deuxième marteau à un ouvrier n'accroît pas leur productivité, ou très faiblement, et en tout cas ce qui est certain, c'est que le troisième marteau n'accroîtra pas donc leur productivité. Et donc ce résultat est appelée donc la loi des rendements factoriels décroissants du capital. Et elle constitue une contrainte donc incontournable à la croissance économique. Il faut trouver un autre moyen que l'accumulation du capital pour donc doper la croissance économique. Question 4. Dans une perspective historique longue, la croissance économique est fondamentalement due à l'accroissement de la productivité du travail, lui-même imputable largement à la PGF. C'est vrai, hein, on vient de le dire, hein, donc c'est un résultat fondamental. La croissance, en tout cas dans une perspective longue, et croissance substantielle telle que celle qu'on a connue depuis la révolution industrielle, donc dans les pays aujourd'hui qu'on appelle développés à l'économie de marché, elle est fondamentalement due donc à l'accroissement de la productivité du travail, et cet accroissement de la productivité du travail est imputable fondamentalement à la PGF. Alors certes aussi à d'autres facteurs, dont l'intensité capitalistique, c'est-à-dire l'équipement des travailleurs, mais ce qui permet une croissance soutenue à long terme, c'est la PGF. Question 5. Le progrès technique dans les pays à la frontière technologique relève fondamentalement du processus d'innovation. Alors c'est vrai, hein, c'est même d'ailleurs ce qui caractérise un pays à la frontière technologique, c'est que son processus de progrès technique, donc son engagement dans le progrès technique, repose sur le processus d'innovation. Comme il est à la frontière technologique, il ne peut pas acheter des technologies à l'étranger, il les a déjà, il ne peut pas imiter, donc il peut simplement engager donc, un processus d'innovation qui repose sur de la R&D, de la recherche et développement. Recherche et développement pratiquée en interne dans le pays. Question numéro 6. Le SIG PIB signifie produit intérieur brut, c'est vrai, et puis on ne va pas commenter, hein, c'est vraiment inutile. Question numéro 7. Il est communément admis que le PIB correspond approximativement, mais fondamentalement, tout à la fois à la quantité de biens et services annuellement produites par une économie, mais également à la rémunération des salariés et capitalistes ayant permis cette production. Alors c'est vrai, hein, donc cette assertion renvoie à la fameuse loi de C, selon laquelle toute offre crée sa propre demande, donc l'offre dépend de la quantité de capital et de main-d'œuvre disponible dans un pays. Cette offre correspond concrètement à des biens et services qui sont proposés
donc aux ménages du pays en question. Et ces ménages qui sont soit salariés, soit capitalistes, donc qui ont fourni les capitaux et fourni le travail qui a permis de produire ces biens et services offerts, eh bien avec les revenus correspondants vont pouvoir les acheter. Donc description à minima du circuit économique qu'il faut avoir en tête, alors qui n'est valide logiquement que dans une économie fermée, mais on rappelle quand même qu'aujourd'hui, certes si les économies sont ouvertes, elles produisent quand même l'essentiel, en tout cas les grosses économies produisent l'essentiel de ce dont elles ont besoin. En France, le taux d'ouverture n'est que de 25%, c'est-à-dire que la moyenne des exportations et des importations rapportées au PIB, c'est 25%. Voilà. Aux États-Unis, le chiffre est de l'ordre d'une grosse dizaine de pourcents. Pour l'UE, c'est une grosse dizaine de pourcents. Pour le Japon, pareil, c'est une grosse dizaine de pourcents. Donc la logique macroéconomique relève largement de celle d'une économie fermée. Question 8, le PIB correspond à la somme des chiffres d'affaires des entreprises d'un pays une année donnée. Alors c'est faux, donc le PIB correspond à la somme des valeurs ajoutées brutes des organisations productives résidentes d'un pays une année. Donc là il y a deux éléments qui permettent d'invalider la proposition. Donc ce ne sont pas les chiffres d'affaires, voilà, et c'est pas uniquement les entreprises. La production dans un pays, certes, relève fondamentalement des entreprises privées, mais aussi beaucoup de l'État, des associations, voire pourquoi pas des ménages, pour l'autoproduction de services de logement. Question numéro 9, le PIB surévalue la production car il ne déduit pas les amortissements. Alors c'est vrai, et c'est même pour ça d'ailleurs qu'on l'appelle PIB, produit intérieur brut, puisque si on déduisait les amortissements, on l'appellerait produit intérieur net, et c'est donc une insuffisance fâcheuse de cet indicateur, puisque c'est-à-dire qu'on ne prend pas en considération l'usure des équipements. Question numéro 10, la productivité marginale du volume de facteur capital est rapidement et définitivement décroissante. Alors c'est vrai, on en a parlé plus haut, donc effectivement, quand on équipe de plus en plus des travailleurs, eh bien le surcroît de production obtenu diminue jusqu'à même devenir nul. Voilà, on pourrait presque même imaginer que la production baisse si on donne trop d'équipements à des travailleurs, à la limite ils vont être encombrés par les équipements. Question numéro 11. Il est admis dans le secteur de l'industrie que les rendements d'échelle sont décroissants. Alors c'est faux, Alors les rendements d'échelle, ça correspond à l'augmentation de production, imputable à la fois à l'augmentation de l'équipement mis en œuvre et du travail mis en œuvre. Donc on ne se focalise pas sur un facteur de production, l'autre étant supposé fixe, comme dans les rendements factoriels, mais là on fait l'hypothèse que les deux facteurs de production, leur volume, varient en même temps. Et donc dans le secteur de l'industrie, ces rendements d'échelle ils sont croissants, puisque quand l'échelle de production augmente, on peut donc modifier l'organisation du travail, mettre en place des organisations du travail beaucoup plus productives, par exemple comme l'organisation Fordiste dans le secteur automobile, qui est illustrée par la fameuse chaîne de montage. On peut amortir certains équipements sur des séries plus longues, ce qui génère des économies et dope les rendements. Donc classiquement on considère que l'industrie c'est le secteur typique à rendement d'échelle croissant. Question numéro 12, il est admis dans le secteur de l'industrie que les économies d'échelle sont croissantes. Alors les économies d'échelle, c'est le corollaire des rendements d'échelle. Donc on vient d'expliquer qu'effectivement dans le secteur de l'industrie les économies d'échelle étaient croissantes, donc proposition vraie. Question numéro 13. Le progrès technique consiste en la modification des techniques de production qui permettent d'augmenter la productivité du travail. Alors cette proposition est fausse, elle est fausse par incomplétude, parce que le progrès technique consiste bien en la modification des techniques de production qui permettent d'augmenter la productivité du travail, c'est vrai, mais ça permet également de produire de nouveaux biens et services qui n'existaient pas auparavant et qui procurent de nouvelles valeurs d'usage. Donc le progrès technique ne se résume pas à son effet sur la productivité du travail. Question numéro 14. La productivité globale des facteurs
correspond au progrès technique. Alors là encore, c'est une proposition qui est fausse. Alors, même souvent, même si souvent, dans des raccourcis fâcheux, on identifie la PGF au progrès technique, il ne faut quand même pas oublier que sous-jacent à la PGF, il y a également l'amélioration du capital humain, donc ce qui correspond à l'augmentation du degré de formation de la main-d'œuvre, hein, donc formation scolaire, donc universitaire, puis également formation professionnelle tout au long de la vie. Question numéro 15. D'aucuns qualifient la croissance endogène en cela qu'elle serait totalement explicable par des facteurs économiques et donc in fine serait à son propre principe. Alors c'est vrai, hein, c'est même un résumé à minima de la théorie de la croissance endogène. La croissance s'explique fondamentalement par des gains de productivité qui sont imputables à la PGF. La PGF repose sur le progrès technique, largement. Et ce progrès technique est permis par des investissements en progrès technique, donc en recherche et développement, lesquels investissements sont permis par la croissance. Donc on a un cercle vertueux. Question numéro 16. Il y a externalité négative lorsqu'un agent économique procure à autrui un avantage sans compensation éventuellement monétaire. Alors c'est faux, hein, puisqu'il y a externalité négative lorsqu'un agent économique procure à autrui un préjudice sans compensation éventuellement monétaire, hein, donc pas un avantage. Question numéro 17. L'essentiel des externalités positives inhérentes à l'investissement R&D va aux chercheurs qui s'y consacrent. Alors c'est faux, hein. Donc les chercheurs qui travaillent dans la recherche et le développement sont rémunérés pour ça. Voilà. On sait que par ailleurs la recherche et le développement a des externalités positives, mais ces externalités positives, effectivement, elles vont pas fondamentalement aux chercheurs, hein. Donc elles vont essentiellement aux entreprises, hein, qui bénéficient de la recherche fondamentale financée par l'État, ce genre de choses. Question numéro 18. La vente d'une pioche procure une externalité positive à celui qui l'a vendue. Alors c'est faux, hein. La vente d'une pioche procure une recette à celui qui l'a vendue. Cette recette est la stricte contrepartie d'un préjudice, c'est-à-dire qu'il n'a plus la pioche, mais il n'y a pas effectivement d'avantage donc non rémunéré dans cette transaction, en tout cas pour celui qui l'a vendue. Question numéro 19. L'achat d'une pioche procure une externalité négative à celui qui l'a acheté. Alors là encore, proposition fausse, hein. Donc l'achat d'une pioche, effectivement, suppose un coût pour celui qui l'achète, mais ce coût est le corollaire d'un avantage, c'est que désormais il possède une pioche, et donc il n'y a pas de problématique d'externalité, en tout cas pour celui qui l'a acheté dans cette transaction. Question numéro 20. Un bien public est un bien non rival excluable. Alors cette proposition est fausse, hein, puisqu'un bien public, c'est un bien qui est non rival, et étant non rival, il n'est pas excluable. Il n'y a pas de dispositifs socio-techniques qui permettent d'interdire son utilisation, donc on dit qu'il n'est pas excluable. Donc définition d'un bien public dont l'un des deux critères était faux. Donc voilà, correction finie. Alors juste une remarque, hein, donc vous avez pu m'entendre. Derrière chaque proposition, je suis capable de mettre du sens. Ce sens est issu de mon cours, hein. Il y a un cours qui est rédigé avec des documents qui le complètent, il y a eu des activités. Donc il ne s'agit pas d'apprendre par cœur le cours, il s'agit d'y mettre du sens, et après tout revient facilement, hein. Je ne connais pas par cœur tout ça. Voilà, mais par contre j'ai la logique de tout ça en tête.